Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart, alors émission interview, comme on le fait régulièrement. Ça permet d'abord de faire venir de temps en temps des entrepreneurs pour lesquels, parce que évidemment on pourrait les faire venir tous les jours les entrepreneurs, j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Bon, maintenant voilà, on essaye de trouver des histoires quand même un petit peu originales, qui sortent de l'ordinaire. Et oui, maintenant que la France est convertie à l'entrepreneuriat, il y en a absolument partout des entrepreneurs. Bon, et puis de faire le point sur deux, trois sujets de fond. En l'occurrence là, donc post-COP27. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement quand même, c'est tout ce qui touche à la finance durable, à l'ISR, à tout ça. Et il y a pas mal de questions quand même qui se sont posées avant, pendant, donc sans doute aussi un petit peu après. Et puis, il y a le changement fondamental, enfin en tout cas à mon avis, pas le seul, ce que disent aussi aujourd'hui les industriels de la défense, changement fondamental qu'implique l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Donc on va réfléchir tout ça avec Nicolas Motis, qui était déjà venu nous voir il y a quelques instants, il y a quelques semaines, quelques mois. Et puis donc après, deux entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire. Alors, deux domaines complètement différents. Le premier, Nicolas Gaume, là aussi, si vous nous suivez régulièrement, vous le connaissez, Nicolas Gaume est incroyable. Et son entrepreneuriat spatial est 10 fois incroyable. Donc là, c'est une usine, envoyer une usine réutilisable dans l'espace. Pour y faire quoi? Donc il viendra nous expliquer tout ça. Et puis une jeune femme qui... alors d'abord, il y a une question quand même de reconversion, on ne va pas dire ça comme ça, mais ça m'intéresse beaucoup quand même le parallèle sportif-entrepreneur, le parallèle ancien sportif, entrepreneur, etc. Il y a quelque chose là à creuser à mon avis. C'est toute la réflexion qu'il y a aujourd'hui autour du fitness, autour de la façon post-Covid, j'ai envie de dire ça, de faire du sport et de retrouver de la rentabilité sur cette activité. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, on commence avec Nicolas Motis. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Professeur à l'école polytechnique qui baigne dans l'ESG avant même que qui que ce soit prononce ces trois initiales. J'ai appelé ça l'âge de raison. Je ne sais pas par quel bout tu veux prendre le truc. Moi, quand même, peut-être l'élément le plus spectaculaire, c'est que donc le premier gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, qui assez tôt quand même s'était investi à travers son patron dans l'ESG, n'était pas à la COP 27. Ouais. Voilà. Il n'était pas à Sharm el-Sheikh. Et derrière, il commence même à écrire des éléments qui sont des éléments un petit peu différents de ce qu'ils ont professé pendant de nombreuses années. Alors effectivement, BlackRock, c'est un des plus grands gestionnaires d'actifs mondiaux. C'est le premier. Alors, il n'y a pas photo avec le numéro 2. Ouais. En milliers de milliards de dollars d'actifs. Et BlackRock était très connu depuis des années pour la lettre annuelle du CEO de BlackRock, Larry Fink, qui disait voilà, il faut s'engager sur le climat. Et effectivement, depuis 2 ans maintenant, Larry Fink est revenu en arrière, a même assez sérieusement rétropédalé, comme on peut le dire. Il a déclaré ouvertement qu'il ne signerait plus, enfin qu'il ne soutiendrait plus les résolutions en faveur du climat. Et grosso modo, ce qu'il dit, c'est assez conforme à ce qu'on peut observer notamment sur les marchés anglo-saxons. C'est un peu de retour en arrière sur le thème, nous investisseurs, on est d'abord là pour faire du risk return, la rentabilité et gérer la volatilité. Les enjeux climat, c'est un peu du ressort des États, des politiques publiques. On ne peut pas se substituer aux États. Et donc nous, on va quand même d'abord et avant tout s'occuper de la rentabilité. Donc c'est un mouvement de balancier là qui est pas très très bon de mon point de vue par rapport aux logiques de finance durable, mais qui est assez fort en France, mais aussi beaucoup sur les marchés anglo-saxons. Jusqu'où ça va? Parce que Larry Fink avait dit, je pense l'une des phrases les plus fortes peut-être, c'est « je ne regarderai même pas une entreprise qui ne mesure pas ses émissions carbone ». À un moment, il avait mis en parallèle en fait le rapport financier et le rapport extra-financier, et il avait dit, alors je vois que tu fais la moue, et il avait dit « je regarderai même ». C'est cet élément-là qui a disparu, parce que, et ça, Nicolas, tu l'expliques très bien, il y a d'un côté émissions carbone, la façon dont les entreprises peuvent se saisir ou pas de ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, toutes, à partir d'une certaine taille, se sont saisies de ce sujet. Et puis, il y a derrière le reporting financier, et c'est, j'ai l'impression, plus là que le monde anglo-saxon est en train de dire...
ça fonctionne pas votre truc. En fait, on n'a pas des éléments rationnels qui nous permettent de travailler sérieusement. Alors paradoxalement, il y a effectivement de plus en plus d'informations sur les enjeux climat. On parle toujours du carbone, mais il y a plein d'autres enjeux que le carbone. Il y a notamment des thématiques sur la biodiversité ou le social, mais qui sont aussi C'est un autre débat qu'on pourra avoir après, mais c'est un autre débat. Mais à mon avis, ça ajoute d'ailleurs dans le problème. Mais si on parle du carbone, il y a de plus en plus d'informations, et aujourd'hui, ces acteurs-là regardent ces informations. On ne peut pas dire qu'ils ne les regardent pas. La question clé, c'est est-ce qu'ils en tirent les conséquences correctes sur leurs décisions, notamment en termes de vote de résolution qui pourrait pousser les entreprises à avoir des trajectoires climat plus volontaristes. Ce qui peut, dans certains cas, c'est la fameuse tragédie des horizons dont parlait Marc Carnet, qui peut, dans certains cas, les amener à peut-être voir leur rentabilité se stabiliser, voire peut-être un petit peu se dégrader, mais pas tant que ça, en fait. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'information existe, les investisseurs la regardent, mais les décisions qu'ils prennent ne sont pas forcément en faveur d'arbitrage climat. Et donc c'est ça vraiment le sujet aujourd'hui. Pourquoi ? Alors que Larry Fink l'avait écrit noir sur blanc. Tous les incitent à continuer dans cette voie. Tous les incitent à continuer, mais dans certains cas, ils sont un petit peu, pour reprendre un langage de businessman, à la recherche du business model. Ils ont l'impression que ça va venir peut-être percuter les stratégies de développement des firmes, que les innovations qu'il faudra engager sont coûteuses, prendront du temps. Et donc, à court terme, on revient sur la question de l'horizon, à court terme, mettre trop de pression sur des enjeux extra-financiers sur les firmes, c'est pas forcément très bon pour la performance financière. C'est ce qu'ils pensent, en tout cas. Alors que beaucoup de travaux de recherche ont montré qu'à moyen long terme, une des meilleures façons de préserver la valeur d'un portefeuille de titres, c'est justement d'intégrer ces paramètres ESG. Mais là, on est rattrapé par le court terme, en fait. T'es rattrapé par le court terme. Oui, absolument. Oui. C'est un chiffre que j'ai vu hier. Donc, sur les émissions obligataires. C'est quand même très intéressant. Donc, tu es effectivement sur les émissions, là, en ce moment, c'est-à-dire le flux. Le stock, j'ai oublié le chiffre, je vous le redonnerai demain d'ailleurs, mais sur le flux, tu as à peu près un quart aujourd'hui des émissions obligataires qui ont d'une manière ou d'une autre un élément ESG à l'émission, voilà, et qui présente un élément ESG avec des objectifs à atteindre. D'ailleurs, je te poserai la question sur l'Arabie Saoudite ensuite. Ok, un quart. Sauf que tu n'as plus du tout d'avantage, en fait, à l'émission. C'est-à-dire que tu n'as plus du tout de premium en termes de taux d'intérêt. Ça ne t'apporte, jusqu'à présent, émettre un green bond... Il y avait un petit premium. Il y avait un petit premium, mais il y avait un premium. J'en avais discuté avec le très intéressant, le directeur financier de la région Île-de-France, gros émetteur de dette de green bond. Il y avait un premium. Là, il n'y en a plus du tout, maintenant. Ce qui va un peu dans ton sens, c'est-à-dire on est rentré dans une espèce de banalisation de l'ESG. Il y a une banalisation, mais en même temps, il y a un double paradoxe. C'est que côté entreprise, les choses bougent. Quand on regarde, moi je travaille aussi sur le management de l'innovation, finance durable et management de l'innovation, qui sont deux choses en fait pas si éloignées que ça. Quand on regarde ce qui se passe du côté des entreprises, il y a énormément d'initiatives. Et donc il y a peut-être un effet retard par rapport aux effets qu'auront ces initiatives, entre autres sur les trajectoires carbone ou même sur la performance financière. Et si on regarde l'autre bout du spectre, c'est-à-dire les asset owners, les détenteurs d'actifs, donc ceux qui donnent du boulot en fait aux BlackRock et autres, qui confient leur épargne ou leur fonds institutionnels, il y a aussi une montée en puissance des attentes ESG. Et entre les deux, il y a des acteurs là qui ont un peu du mal à raccrocher les morceaux et qui se disent finalement, si on met trop de pression, on ne va pas répondre aux attentes de performance de nos asset owners, qui en même temps nous font tout un discours sur l'ESG, mais qui sont quand même très, très sensibles à la performance. Mais c'est exactement ce que tu disais il y a 5 minutes, Nicolas. C'est-à-dire, tu dis, les entreprises bougent, il se passe des choses. On s'est fixé des objectifs à 2030 au mieux, 2035 pour certaines, 2050 pour d'autres. Il n'y a pas, on en parlait autour de cette table, avec l'administratrice, Françoise Gris, il n'y a pas une entreprise qui est capable de gérer un programme à 10 ans. À moins de s'appeler Airbus, voilà. Et encore, voilà. Il n'y a pas une autre. Donc en fait, c'est des engagements qui ont été pris en partie dans le vide. Et là, on rentre dans le dur, et comme tu le disais, on commence à réaliser que ça va coûter une fortune et qu'on ne va pas être capable de le faire. Alors, ça va coûter une fortune, mais ça va aussi créer beaucoup de valeur, ça va éviter d'endettement aussi beaucoup. J'en sais rien. Alors ça, pour le coup, à la fois d'un point de vue empirique, moi je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises, là je suis assez convaincu, et il n'y a pas de doute là-dessus, et du point de vue de la recherche, c'est aussi très largement démontré, c'est que ça crée de la valeur. La question, c'est la phase de transition dans laquelle on est actuellement, où la valeur qui est en train de se créer par des nouveaux business models, par de l'innovation dans les process industriels, dans la façon de s'approvisionner en énergie. Enfin, il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent. Dans les aspects strictement financiers, on ne le voit pas encore. Et donc, il y a un effet retard là qui est problématique parce que la pression sur les détenteurs et les gérants d'actifs, elle reste. Et donc là, on a vraiment un problème de réconciliation des horizons. Mais moi, je veux vraiment revenir sur une des conclusions très fortes de la recherche sur la finance durable depuis longtemps, c'est qu'il est tout à fait possible de concilier des performances ESG et des performances financières. Pendant longtemps, les financiers ne le croyaient pas.
Ils ont commencé à y croire il y a quelques années, et puis là, ils s'aperçoivent que ça peut être vrai, mais c'est pas si facile que ça. Ça demande du travail, ça demande de l'engagement. Est-ce que tu crois pas que justement, parce que ça, j'ai entendu 10 fois, et que là, la première progression boursière de l'année, c'est l'oil and gas. Voilà, très clairement. Et que le changement radical qu'apporte devant nous la crise de l'énergie, là, depuis un an, est en train de modifier les valeurs, est en train de modifier mais est-ce que ça même va durer tout ce qu'on pouvait penser, un certain nombre de convictions. Mais est-ce que ça va durer? C'est pas sûr. Il y a toujours des effets sectoriels dans les performances des titres. On l'a vu de façon très favorable sur l'ISR, par exemple, pendant la période Covid, où des titres dans le secteur de la santé ou de l'IT ont surperformé. Mais ils ont surperformé, entre guillemets, pour de mauvaises raisons. C'est parce qu'on s'est mis à tous télétravailler, parce qu'il a fallu investir sur des programmes santé. Et donc tout le monde a commencé à dire, d'ailleurs on en avait parlé, l'ISR c'est génial, ça surperforme. Moi j'étais toujours très critique par rapport à ça. Je disais non, attention, il y a des biais sectoriels très forts. Là on a un biais sectoriel qui est anti-finance durable, qui est sur l'oil and gas. Mais si on regarde un peu au-delà, c'est pas sûr que la performance du secteur oil and gas dure, parce qu'on voit déjà le cours du pétrole qui va baisser. Il y a des pressions notamment macro avec les Américains sur l'OPEP, enfin, qui vont peut-être finir par porter. Donc la rentabilité supérieure du oil and gas, je suis pas sûr qu'elle dure. Et puis surtout, au-delà de ça, quand on regarde d'autres modèles dans l'énergie, par exemple certaines entreprises du photovoltaïque ou de l'éolien, elles ont aussi sacrément performé. Ouais. Donc il faut aussi regarder ça. Et ça, pour le coup, ça donne du kilowatt stable à long terme avec un impact carbone extrêmement faible. Donc c'est ça qu'il faut regarder aussi au-delà de la partie... Mais attends, Nicolas, non, on va être très clair. Personne ne conteste le bien fondé de l'ensemble des efforts qui sont faits pour essayer de sortir de l'oil and gas. On parle bien aujourd'hui des doutes sur l'ISR. C'est-à-dire, on est tous les deux, et je pense l'ensemble de ceux qui regardent Bismart, convaincus que la solution, elle est dans les entreprises. Et à partir du moment où la solution, elle est dans les entreprises, elle est dans la finance. Vous pouvez le mettre dans tous les sens. C'est le moteur du capitalisme, et on est encore quand même très très largement en régime capitaliste. Donc tout part de là. Et c'est vrai, comme tu l'expliques très bien, si tu as des doutes sur la rentabilité, on a l'impression que cet ISR... Depuis combien de temps tu baignes dedans, toi? 20 ans? Oui, à peu près. Oui. Voilà. Bah, ça reste une forme de château de cartes. Non. Ça reste un truc où, en fait, rien n'est vraiment sûr et rien n'est vraiment stabilisé. Mais c'est là où il faut vraiment faire le tri, parce que pendant très longtemps, moi, ça fait longtemps que j'en parle, les gens ont rejeté le bébé. Ils disaient non, ce truc-là, c'est n'importe quoi, c'est un truc de gauchiste, d'ONG, etc. Et puis il y a eu une période, là, il y a à partir de 5, 7, 8 ans, où tout le monde s'est commencé à dire, ah, c'est quand même un beau bébé, quoi. Mais sans vraiment comprendre quelles étaient les limites, entre guillemets, du bébé. Et là, on est dans une phase où tout le monde commence à acheter le bébé avec l'eau du bain. Et je pense que c'est excessif. C'est-à-dire que l'ISR, d'abord, ça ne peut pas couvrir l'ensemble des actifs. On en parlera, je pense, sur d'autres secteurs. Ça ne peut couvrir que certains actifs qui respectent des critères. Et puis, par ailleurs, il y a toute une série d'autres investisseurs qui vont quand même exister. Donc, on ne peut pas demander aux investisseurs durables qui ont des exigences particulières de traiter l'ensemble des problèmes. Et on ne peut pas non plus les charger s'il y a des problèmes dans certains secteurs. Il n'y a plus des investisseurs durables aujourd'hui. Toutes les institutions financières ont un département investissement durable. Alors, elles le prétendent. Mais justement, ça, c'est un autre sujet de l'ISR aujourd'hui. C'est comme c'est devenu un outil marketing extrêmement séduisant pour attirer des détenteurs d'actifs, des asset owners. Beaucoup prétendent faire de l'ISR alors qu'ils n'en font pas. Faire de ce qu'on appelle l'intégration ESG, on avait discuté déjà, mais souvent c'est quand même du pipeau. Enfin, quand on regarde vraiment les pratiques réelles de certains gérants, c'est vraiment du pipeau. Tu peux donner des noms? C'est un peu délicat, mais... moi, ça m'intéresse quand même. Alors, moi, les grands noms, là, chez nous, j'en sais rien. BNP Paribas... Parmi les gros, c'est pas le pire. Non, et puis en plus, ils sont très, très investis là-dessus. C'est un très bon exemple, BNP Paribas. Pendant très longtemps, y compris le CEO de BNP Paribas considérait que c'était assez largement du pipeau. Là, ils ont adopté ces démarches-là, et BNP Paribas lance des choses intéressantes. Si on prend un autre très gros... Moi, je veux juste... J'ai ici discuté avec Antoine Cyr, donc qui est en charge d'une immense partie de cette politique. Le gars, tu peux pas lui dire qu'il fait du greenwashing, c'est pas possible. Il est investi, mais à 200% dans cette histoire. Mais c'est toujours plus nuancé que ça. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends BNP Paribas, il y a 2 cas très concrets. Dans le private banking, ils ont mis en place depuis longtemps des systèmes de scoring pour aider les clients à bien choisir leurs produits financiers par rapport aux ODD, aux objectifs de développement durable. Ça, c'est une initiative très intéressante qui permet d'aller vers les retail, vers la banque de détail, et qui est vraiment intéressante. En même temps, BNP Paribas reste en tant que groupe, reste l'un des plus gros financeurs du oil and gas au niveau mondial. Donc, mais là, on rentre dans un autre débat. Là. Je sais déjà, si Antoine était là, je sais ce qu'il te dirait. Et tu sais très bien ce qu'il te dirait, Nicolas. Ce que Patrick Pouyanné te dit, c'est à un moment pour monter des champs d'éoliennes en mer, c'est les gars qui ont la capacité de le faire qu'il faut financer.
Et ce sont ces champions des grands chantiers Mais qui c'est auront la exactement ce capacité que j'essaie de le dire. C'est-à-dire que l'ISR en tant que tel, ça veut rien dire. C'est-à-dire, derrière le terme ISR, il y a des pratiques assez strictes qui correspondent à une partie des investisseurs. Exclusion ou impact. Exclusion, impact, avec des critères, ou best in class, mais avec des critères assez stricts. Et puis il y a des gens qui prétendent faire de l'ISR, et c'est souvent de l'ISR assez mou. Mais par exemple, puisque tu parles de Pouyanné Total, c'est un cas qui a fait l'objet d'une recherche là, avec un de mes doctorants. On a vraiment étudié le cas en détail. Ça, c'est un cas intéressant parce que c'est l'entreprise qui a objectivement beaucoup évolué depuis quelques années, alors qu'il y a quelques années, Pouyanné, quand on lui parlait de développement durable, c'était vraiment, les réactions étaient assez violentes. Il a objectivement changé. Mais quand on gratte un peu, quand on va vraiment dans le détail, qu'est-ce qu'on regarde ? On voit les réserves de Total, par exemple. Un groupe comme Total, ça a encore plus de 15 ans de réserves, notamment de pétrole et gaz. Donc ils ont de quoi largement saturer l'atmosphère en CO2, alors que l'Agence internationale de l'énergie nous dit depuis des années, il faut arrêter de sortir les réserves fossiles. Et donc on se dit, bon, ils ont les réserves, ils peuvent le faire. Mais quand on regarde maintenant plus en détail leur CAPEX annuel, il y a des CAPEX qui sont consacrés à la maintenance de leurs exploitations oil and gas. Et puis il y a encore un volant de CAPEX assez significatif, de l'ordre de je crois que c'est plus de 5 milliards d'euros par an, qui est consacré à de l'exploration pour découvrir de nouveaux champs. Là, on se dit, c'est pas cohérent. Et en même temps, c'est vrai, ils le mettent très fortement en avant, la part de CAPEX consacrée aux renouvelables, aujourd'hui, enfin, sur le plan d'investissement en cours, elle va être de l'ordre de 25%. Donc, ils progressent. Oui, oui. Alors, au total, les CAPEX, c'est de l'ordre de 15 milliards, je crois, c'est très important. Donc, la part du renouvelable, c'est 25% sur le total, 75% sur les fuels fossil fuel, je ne sais plus comment dire en français, voilà. Et dans cette part-là, il y a une part qu'on peut comprendre pour maintenir les sites, et il y a une part qu'on ne peut pas comprendre, qui est d'aller chercher des nouveaux gisements alors qu'on a des réserves, par exemple. Je vais prendre ma casquette de Patrick Pouyanné. Ouais. Vous voulez quoi, Monsieur Motis ? Parce que la demande est là. La demande est là. Vous voulez que, donc, nous, on désarme totalement, ce qui nous amènera d'ailleurs sur le sujet d'après, qui m'intéresse beaucoup, et qu'on laisse les compagnies américaines, qu'on laisse Saudi Aramco seuls, et qu'on se mette exactement comme on s'est mis entre les mains de Poutine. Vous voulez aussi qu'on se mette entre leurs mains pour le pétrole ? Bien sûr que non. Mais non, mais c'est fondamental, mais ça, cette question. C'est la réponse typique de Pouyanné. Mais elle n'est pas typique, elle est en partie pleine fondée. de bon sens. C'est-à-dire, quand on a de quoi approvisionner en pétrole le marché ouest européen, par exemple, pendant encore des années, une question clé qu'on peut poser à l'entreprise comme ça, c'est est-ce que dans vos plans d'investissement, l'enjeu, c'est pas plus de préparer le coup d'après, c'est-à-dire un mix renouvelable qui permettra à la fois de répondre à la demande d'énergie. Mais c'est ce qu'ils font, Nicolas. Ils le font en partie, et la question, c'est toujours une question de rythme. La question, c'est est-ce qu'ils pourraient le faire plus vite ? Est-ce qu'ils pourraient le faire ? Est-ce que c'est une contrainte de le faire au rythme actuel ? Ça, c'est du verre à moitié plein et verre à moitié vide. Moi, je pense qu'ils pourraient aller beaucoup plus vite. Et encore une fois, je reconnais le fait qu'ils ont bougé. Donc, c'est une bonne illustration totale, enfin, ce secteur-là, du débat autour de la finance durable. C'est que pour moi, les débats sont parfois trop manichéens. S'il te plaît. C'est très, très manichéen. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, quand on parlait de l'ISR, tout le monde était c'est génial, on va sauver la planète. Moi, j'étais très froid par rapport à ça, en disant attention, non, ça ne sauvera pas la planète, ça ne réglera pas tous les problèmes. Et aujourd'hui, on devient excessif dans l'autre sens. Et je pense que c'est pas ça qui réglera la question. Ce qui réglera la question, c'est des pratiques, notamment d'investissement, qui sont beaucoup plus précises et beaucoup plus strictes sur les critères appliqués et sur la façon d'accompagner les entreprises dans le temps. Et donc, d'où les questions d'engagement actionnarial et de suivi des résolutions qui vont accompagner les entreprises et aider les dirigeants à faire cette transformation. Mais c'est une transformation qui prendra du temps et c'est ça qu'il faut accepter. N'empêche que, ce qui m'amène à point de vue que j'ai mis de côté pour toi d'ailleurs, parce que c'est un point de vue qui date de fin septembre, de Patrice Caine, le patron de Thales. Non mais, juste, parce que moi je tiens à le dire, c'est pas là, mais quand il s'agit de déployer en urgence au large du Havre un terminal méthanier pour amener du gaz naturel liquéfié, les Allemands sont incapables de le faire. Je suis très fier et assez rassuré qu'on ait une compagnie comme Total, qui soit capable de le faire. Voilà, en l'occurrence c'est Total là, qui l'a fait. Bon. Et donc ça, quand même, ça rentre en ligne de Mais ça, c'est très bien. Et moi, je travaille sur la tech, encore une fois. Mais oui, mais j'ai beaucoup d'admiration. Mais oui, mais ça veut dire qu'il faut qu'ils continuent à investir là-dessus. Mais il faut qu'ils continuent surtout à changer dans le bon sens. Mais absolument. Patrice Caine, patron de Thales. Hein. D'un côté, l'Europe entreprend de renforcer ses capacités de défense et de souveraineté. Donc c'est un point de vue qu'il avait écrit fin septembre. Et je savais que j'allais faire venir Nicolas, donc voilà. D'un côté, l'Europe entreprend de renforcer ses capacités de défense et de souveraineté. De l'autre, elle tente à fragiliser les entreprises du secteur en ne les
intégrant pas dans le périmètre de la finance durable. Il ne faut pas sous-estimer, écrit Patrice Kane, la portée de cette exclusion. Elle a des conséquences significatives sur les sociétés de défense européennes. Elle restreint leur accès au marché de capitaux et en détourne les investisseurs européens au profit d'investisseurs étrangers. L'actionnariat flottant du groupe Thales, c'est intéressant, a vu par exemple la part des investisseurs issus d'Europe continentale, hors France, chuter de 20% à 8% entre 2017 et 2021. Ça, concrètement, ça veut dire que ce sont des non-européens qui sont en train de devenir les propriétaires de ce qui est le fleuron technologique de l'industrie de défense européenne. Depuis plusieurs années, tout porte à croire qu'elle finira par conclure à une incompatibilité entre industrie de défense et finances durables. Son exclusion était par exemple préconisée jusqu'à récemment par le groupe de travail qui élaborait le second volet de la taxonomie. C'est aussi l'orientation retenue dans le projet d'écolabel européen pour les produits financiers de détail qui prévoit de rejeter toute société réalisant plus de 5% de son chiffre d'affaires dans les équipements militaires. Bon nombre de financiers en ont conclu que le choix le plus simple et le moins risqué était d'exclure la défense des fonds durables. Je termine. L'industrie de défense est malmenée au nom de l'environnement et de considérations morales, alors même que les militaires vont être en première ligne pour faire face aux conséquences du changement climatique. Oui. Bon, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant et c'est en partie, encore une fois, en partie fondé et je pense en grande partie aussi faux. Donc, faut rassurer, alors vas-y, raconte-moi. Il faut rassurer Patrice Kane. D'abord sur la partie réglementation, que ce soit dans la taxonomie environnementale déjà en place ou la taxonomie sociale, il n'y a pas, là dans les derniers développements, il n'y a pas d'exclusion de l'armement. Donc dans les écolabels, on n'est pas prêt à voir. D'accord. Et si je prends même sur le cas français, dans le label ISR, il n'a jamais été question d'exclure l'armement. Donc le point d'exclusion sectorielle dans la finance durable, encore une fois, je peux prendre le cas de la France, mais c'est aussi vrai largement au niveau européen. Pour l'instant, il a assez peu touché, en pratique, il a assez peu touché l'armement. Il touche justement des secteurs comme le oil and gas en particulier, ou le charbon par exemple, où là ça a été très strict. Et dans les exclusions qui ont été envisagées sur le label français, pour prendre le label ISR, là il y a eu des vrais débats sur le charbon. Oui, mais il décrit bien qu'en fait l'idée, il décrit bien que les financiers se posent même plus la question. Alors ils se méfient. Voilà, et ils se méfient, ils disent bon allez, on sort de là. Quoi. Tout à fait. Alors là, sur ce plan-là, il a raison, mais encore une fois, il y a plusieurs catégories d'acteurs dans le monde financier. Il y a encore une grosse partie, une grande catégorie d'acteurs qui s'intéressent assez peu aux critères ESG. Il ne faut quand même pas les oublier, ceux-là, parce qu'on parle de la finance durable, mais la finance durable, au mieux, c'est la moitié des actifs sous gestion au niveau mondial. Donc, ce n'est pas non plus 100% des actifs sous gestion. Donc, cette catégorie-là, je ne pense pas qu'elle n'investit pas chez Thales, en l'occurrence, parce qu'il y a des problèmes moraux liés au secteur de la défense. Je pense que c'est peut-être lié à d'autres choses, la performance économique autre. Mais non, parce qu'il ne dit pas qu'il n'a plus d'investisseurs, il dit qu'ils sont plus européens. Internationaux. Mais oui. Ouais. Alors, après, et puis, franchement, la perte de Thales, c'est pour ça que c'est intéressant. Elle est inattaquable, enfin, la boîte pète le feu. Si maintenant on prend sa critique qui est sur la finance durable. Dans la finance durable, pour vraiment simplifier, il y a deux catégories d'acteurs. Il y a ceux qui sont des ISR stricts, c'est souvent le terme qu'on utilise. Ça renvoie à l'ISR historique. Historiquement, c'est vrai que l'ISR, depuis plus d'un siècle, s'est construit sur de l'exclusion. Le terme qui a fondé l'ISR, l'approche qui a fondé l'ISR, c'est l'exclusion. Et dans l'exclusion historique, il y avait 5 secteurs qu'on connaît, le tabac, la pornographie, les jeux, l'armement et l'alcool. Et donc c'est vrai que d'emblée, parmi les militants forts de la finance durable, il y avait cette exclusion du secteur de l'armement qu'on retrouve encore aujourd'hui chez certains acteurs en France, où là, il n'est même pas question d'en discuter, on exclut complètement l'armement. Mais ces investisseurs-là, c'est quelques pourcents des gestionnaires d'actifs. Après, la deuxième catégorie d'investisseurs qu'on peut mettre dans le grand monde de la finance responsable, c'est des investisseurs qui vont être prêts souvent à investir dans le secteur de la défense, mais qui vont être très sensibles, notamment à ce qu'on appelle les controverses. Et là, pour le coup, je renvoie la balle chez Patrice Kane. Alors même si, encore une fois, ce n'est pas une entreprise particulièrement à pointer du doigt là-dessus par rapport à d'autres. Le secteur de la défense a souvent été, dans le passé récent, pénalisé, sanctionné de façon très très forte du fait de problèmes notamment de corruption d'agents étrangers ou du fait qu'il acceptait de vendre des équipements à des dictatures, voire qu'il n'arrivait pas à contrôler la revente d'équipements qui étaient vendus à certains pays. Donc par exemple pour la France, on a eu des sujets récemment là encore sur le Yémen, sur l'Égypte. Tout à fait. Donc ça, c'est des sujets extrêmement sensibles, qui sont des sujets de nature publique, de choix de politique publique. Il y a des commissions qui valident ces ventes au niveau national, au niveau français. Donc c'est très strict, c'est très contrôlé. Mais pour un investisseur aujourd'hui durable, qui fait du best in class dans le secteur, il y a encore un vrai sujet de qualité de l'information,
conformité et d'exposition contre. Intéressant. Et là, c'est vrai, certains investisseurs aujourd'hui regardent ça de façon extrêmement prudente. Mais c'est pas ça qui bloque le financement du secteur de la défense. Et je dirais qu'il est aujourd'hui beaucoup plus contraint par le côté bancaire que par le côté asset management. Donc c'est aussi une autre façon de voir les choses. Mais c'est vrai que c'est ce qui rappelle très souvent les industriels de la défense. Toute vente d'armes, en Europe en tout cas, va dans les intérêts politiques des pays qui les autorisent. Voilà, elles Absolument. sont toutes encadrées et autorisées. Tu ne peux rien vendre sans l'autorisation et l'encadrement de l'État. Attends, alors Nicolas, dernier point, parce que et le temps tourne très vite et tout ça est passionnant, c'est l'histoire autour des téléperformances. Il y avait alors, là, pour le coup, un des mantras des promoteurs de l'ESG, c'était la stabilité. Oui. C'était l'idée, l'ESG vous garantit moins de volatilité. L'histoire téléperformance, je le fais très très vite, mais j'en ai beaucoup parlé ici parce qu'elle m'a vraiment intéressé. Un tweet, en fait, du ministère du Travail colombien, disant qu'il y a des enquêtes sur la façon dont Téléperformance traite ses salariés dans un secteur très particulier aussi, qui était la modération des vidéos TikTok. Ouais. Et boum, Téléperformance, inscrit au CAC 40, va chuter de 35% dans la demi-heure. Ouais. Pourquoi ? Parce que tous les fonds ESG, il y avait des fonds ESG sur Téléperformance, j'aimerais bien comprendre pourquoi, enfin bon, tous les fonds ESG se retirent. Voilà. Et donc là, la volatilité, elle devient colossale, en fait. Ouais. C'est un élément qu'on n'avait pas en tête. C'est une bonne illustration de au moins deux choses. Première chose, c'est que certains fonds qui se prétendent ESG ne sont pas vraiment ESG. Et donc, quand ils commencent à découvrir... Parce qu'ils n'ont rien à foutre, c'était les performances, on est d'accord. Exactement, parce qu'ils n'ont pas forcément fait le travail d'analyse ESG robuste. Et la deuxième chose que ça illustre, c'est que pour justement les fonds qui font vraiment un travail robuste, ce cas-là, ce n'est pas un cas nouveau. Le cas Téléperformance, par exemple, au Forum pour l'investissement responsable, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, ça fait plusieurs années qu'on en parle, et on connaît le problème social chez Téléperformance, comme on le connaissait d'ailleurs chez Orpea avant le scandale. Donc les investisseurs durables stricts, ceux que j'évoquais tout à l'heure, n'ont pas été surpris. Ceux qui ont été surpris, c'est ceux qui ont mis cette ligne-là comme une ligne soi-disant durable pour des raisons liées à son activité de plateforme d'appel. Donc cette volatilité sur ce cas-là, pour moi, c'est une bonne illustration de la légèreté de certains investisseurs qui se prétendent durables. Non, ou c'est... Alors, ça colle avec l'âge de raison. Ça veut dire que, à partir du moment... Il m'a impressionné quand même le chiffre que tu donnais tout à l'heure. La moitié... Tu m'as dit quoi ? La moitié des capitaux engagés aujourd'hui... On peut les mettre dans l'enveloppe. On peut les mettre dans l'enveloppe financière. Très large, mais voilà. Donc ça n'est plus du tout une garantie de quoi que ce soit, en fait, à partir du moment où c'est la moitié des capitaux engagés. C'est absolument, ça, le truc. Absolument. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui sur la régulation et sur ceux qui sont vraiment, entre guillemets, sérieux sur l'ISR, c'est la dilution du concept par des acteurs de la finance mainstream, comme on dit, qui ont adopté ça, mais avec surtout une approche marketing et assez peu de robustesse dans leur méthode. Comment tu fais pour retrouver de la robustesse alors à ce moment-là ? Il faut de l'activisme de la part de la société civile, il faut de la régulation un peu robuste, il faut des réactions des clients, des consommateurs, d'où l'importance de labels. Donc il y a plein de leviers pour arriver à ça. Et mais cette histoire de label, j'ai l'impression qu'on revient 10 ans en arrière, Nicolas. Oui. Mais c'est une de mes grosses frustrations, c'est que en l'occurrence le label français il est sous le contrôle de l'État français et qui fait pas le travail aujourd'hui. Le label le référentiel devrait être durci. L'Inspection générale des finances a fait un rapport il y a 2 ans pour durcir le label. Il se passe rien. Donc là, la responsabilité, elle est partagée. Elle est dans le monde des investisseurs, mais elle est au niveau du gouvernement, elle est au niveau de toi et moi dans notre façon d'acheter nos produits financiers. Et il faut que ça progresse. Donc aujourd'hui, on est un peu dans une phase qui est de flottement après une grosse croissance, et c'est un peu la rançon de la gloire, c'est qu'il y a quelques claques qui reviennent, et c'est plutôt sain, je trouve, mais il faut plus, il y a quelques claques qui reviennent, plus la donne, mais tu as répondu là-dessus, et tu as sans doute raison d'ailleurs, c'est une donne très conjoncturelle, mais la donne qui change radicalement sur l'énergie. Et là, tout à coup, on se dit, voilà, est-ce qu'on n'a pas été trop loin, et le balancier revient avec beaucoup de violence. Parce qu'on se sent en danger. Voilà. Oui, absolument. On verra. Je pense que sur l'énergie, vraiment, le sujet clé, c'est de faire la transition, et en particulier avec des groupes qui ont la puissance technologique et financière pour faire cette transition. Et Total est un acteur qui peut contribuer à ça. Donc il faut qu'il contribue à ça. J'ai une question, parce que vous avez l'invité qui vient après. Donc il y a des polémiques qui montent comme ça, les jets privés, etc. Et tout, à un moment, voilà. Personne ne remet en cause la conquête spatiale. Oui. Quand je vois une fusée partir, je me dis, mais quand même, il doit... c'est massif, même si j'en sais rien, parce qu'il y a pas mal d'hydrogène, etc. Et tout, là. Mais enfin, tu sens qu'il y a du carbone.
Personne ne Non, regarde. c'est pas un sujet pour l'instant. Oui, il y a beaucoup de sujets pour lesquels on néglige, enfin la dimension environnementale n'est pas présente, mais parce que ça fait rêver, parce que ça reste quand même dans l'absolu des montants quand même relativement limités. Ouais, voilà, c'est vrai ça. qu'il y a beaucoup de sujets comme ça pour lesquels on n'a pas encore appliqué la grille ESG. Si on l'appliquait, on ferait peut-être pas. Mais il y a d'autres valeurs créées avec la conquête spatiale. Moi, je suis un fan de la science, donc c'est quand même, ça apporte énormément de choses. Ça permet de mettre des satellites pour contrôler le climat, donc il faut, encore une fois, il faut des arbitrages et c'est jamais 0 ou 1, c'est toujours dans des zones un peu grises, donc il faut les ramener vers le clair. Bon, mais t'as pas l'impression d'un retour en arrière, c'est un moment d'étape. C'est un moment d'étape avec un retour en arrière chez certains acteurs et j'espère que le rythme va se reprendre avec un peu plus de robustesse dans les méthodes. Et là, il y a beaucoup d'initiatives, mais on n'y est pas. Nicolas Motis donc était avec nous sur Bismart. On repart, les amis. On repart donc avec Nicolas Gaume, entrepreneur, cofondateur de Space Cargo Unlimited. On va aller sur ta dernière folie, Nicolas. Tu étais venu nous voir il y a combien de temps? Il y a 18 mois, l'histoire des Sarments de vigne. Sarments de vigne. Mais il y a eu une première cuvée d'ailleurs depuis. Alors on a fait une première. On a encore 1 an de travail. On est dans un projet qui est agronomique, donc on doit attendre les cycles de la vie et on a 1 année de plus devant nous. Ouais. Donc ça veut dire que là, les sarments qui sont revenus de l'espace. On a envoyé des sarments. Ont été plantés. Voilà, on a envoyé 320 sarments de vigne, donc c'était en 2020. Ils sont revenus en 2021. On les a plantés à leur retour. Ils ont poussé. Il y a une partie des individus qu'on a plantés qui ont démontré des caractéristiques tout à fait intéressantes, spécifiquement en gagnant une résistance accrue au stress du changement climatique par le fait d'avoir été immergé dans cet environnement spatial pendant 10 mois. Ce qui était une mission pilote pour notre entreprise, pour montrer les vertus et les opportunités que le spatial a pour la Terre. Excellent. Et en plus là, c'est toujours le sujet du contrefactuel. Donc, tu as, dans exactement les mêmes conditions... Voilà, on avait 320 plants de vigne restés sur Terre dans les mêmes conditions, d'autres qui sont dans l'espace, moitié Merlot, moitié Cabernet Sauvignon. Et aujourd'hui, on a 4000 plants dans les serres de l'INRAE à Bordeaux et chez notre partenaire Mercier, qui est un des plus grands pépiniéristes viticoles mondial, qui va commercialiser ces plants de vigne auprès des vignerons, avec la promesse d'avoir une vigne naturellement plus résistante au stress du changement climatique et à certaines maladies, notamment le mildiou, qui est une maladie endémique qu'on ne sait pas bien traiter. Ça va être quelque part sur l'étiquette, Space Wine J'en laisserai le soin aux vignerons qui nous feront confiance. Là, on a des plantes, on a déjà vraiment une démonstration scientifique que nos plants, on a créé une nouvelle variété de Merlot, une nouvelle variété de Cabernet Sauvignon, que ces plants sont plus résistants. Et on doit attendre 1 année de plus qu'on ait du raisin pour s'assurer que ce raisin a les qualités gustatives requises par des vignerons. Mais les 4000, tu les as pas envoyés dans l'espace? Non, parce qu'en fait, on avait 320 plants, mais on en a éliminé certains, on en a sélectionné certains, et ensuite, on les fait croître. Donc, et les caractéristiques que le plant a acquis le transmet aux descendants. Transmet à ses Exactement. On a créé une nouvelle variété de vignes, vraiment. En ayant exposé ces plants dans certaines conditions, à un moment assez tôt dans leur développement. Et en fait, pour revenir sur le principe général, la gravité, c'est le seul paramètre de la vie qui n'a jamais bougé depuis 4,5 milliards d'années. Donc tous les autres, température, pression, humidité, luminosité, ont bougé. Donc quand on recrée la vie, comme on le fait sur la Station spatiale internationale, sans la gravité, ça crée le stress le plus absolu qu'un être vivant puisse affronter. Et alors quand on prend un être en création, en développement, comme ces plants de vigne, eh bien la vie a dû trouver un chemin pour trouver une résistance à cette absence de gravité. Et en ayant cette résistance accrue, elle s'est traitée des stress moindres, qui sont ceux liés au changement climatique. Donc c'est ça un peu, on a appelé ça la self-guided evolution. Notre directeur scientifique, le professeur Michael Lebert, étudie ça depuis 30 ans à l'université de FAU Erlangen au sud de l'Allemagne. Donc on a une équipe de chercheurs à l'INRAE et notamment à l'Institut des sciences de la vigne et du vin qui est assez exceptionnel. Vous envoyez des bébés dans l'espace pour en faire des surhommes? Je m'occupe de plantes. Je m'occupe de plantes et je suis beaucoup plus pragmatique. De plantes et d'usines, parce que la logique. Alors on va le voir, on va voir une vidéo, elle va partir, elle va tourner, t'inquiète pas, tu nous raconteras quand elle tournera. Cette logique-là de soumettre donc des organismes vivants au stress, à un stress majeur, c'est pas du tout la logique qu'on retrouve là. Alors décris-nous un petit peu ce qu'on voit. Donc en fait là on voit un véhicule spatial que nous sommes en train de concevoir, qui est de fabriquer, qui va voler fin 2025. Qui est en fait, donc on crée ça avec une entreprise extraordinaire qui est Thales Alenia Space. Le véhicule va être fabriqué à Turin,
où il y a une expertise assez remarquable sur la construction de vaisseaux spatiaux. Et on aura à bord de ce véhicule des unités de production automatisées qui vont fabriquer différents produits qui peuvent bénéficier de cet environnement si particulier qu'est l'absence de gravité. Alors, on a parlé d'agriculture et de ce que ça représente. Attends, oh là là, tu vas trop vite. Donc, ce qu'on Donc, voit ça là, le part de rêve moi. 1, c'est en fait, c'est une navette. C'est une navette. Qui va faire des allers-retours. On appelle ça une usine spatiale, mais c'est une navette Oui, qui fera... mais pour bien comprendre, elle revient, ce qu'on voit là. Voilà, elle est censée faire des allers-retours. Elle fait des allers-retours 2 mois, une campagne de 2 mois à peu près. Donc, elle va charger... Donc, il y a différentes unités automatisées de production, une imprimante 3D qui va fabriquer des nouveaux matériaux, des containers qui vont exposer des plantes à l'environnement spatial, des bioréacteurs qui vont permettre de travailler sur certaines solutions médicamenteuses. Toutes ces variétés de produits bénéficient de cet environnement très particulier qu'est l'environnement spatial. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution au bon coût, opérationnel, efficace et surtout construit pour vraiment un applicatif industriel. Donc, à l'intérieur, tout est automatisé. Il n'y aura pas d'ouvriers. Tout est automatisé. C'est d'ailleurs une des notions fortes. C'est-à-dire que ça paraît complètement dingue. Alors, il y a plus de 20 ans de recherche sur la Station spatiale internationale. Et on a aujourd'hui une documentation scientifique exceptionnelle. Thomas Pesquet, du jour au matin, il fait des expériences de recherche. Notre partenaire, le CNES, a un laboratoire exceptionnel qui s'appelle le CADMOS. Et le CNES fait un travail exceptionnel, d'autres agences également, pour chercher des applicatifs, des opportunités. Donc aujourd'hui, dans les sciences de la vie, dans les nouveaux matériaux, on a testé énormément de choses. Et je serais heureux d'en dire 2 mots. Par exemple, nouveaux matériaux. Vas-y. Quand tu fais un alliage... Après, on ira sur le process. On reviendra sur le process. Mais il faut comprendre le pourquoi. Il faut comprendre le pourquoi, on est d'accord. Donc, si on fait un alliage, par exemple, sur Terre, assez simplement, le matériau le plus lourd va en bas, le matériau le plus léger va en haut. On ne fait pas un alliage homogène, on ne fait pas le plus solide des alliages. Dans l'espace, on en fait un parfait. Simple. Quand on va aller dans l'infiniment petit, qu'on va développer, par exemple, des lentilles, on aura à un moment donné la distorsion de la gravité qui va faire que cette lentille, il va falloir la polir pour la rendre parfaite. Là, dans l'espace, elle va être parfaite. Et puis, l'agriculture, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est toute autre raison, mais c'est la même absence de gravité qui va créer ce stress sur lequel on va capitaliser. Il y a d'autres domaines très simples, l'électronique. Plus on va aller dans l'infiniment petit, plus on a besoin de salles blanches vraiment parfaite. L'espace est une salle blanche naturellement parfaite. Et si on se projette sur des choses... Il n'y a pas de poussière dans l'espace. Et non, il n'y a rien. C'est le principe. Ou les poussières, quand elles se baladent, elles sont massives, quoi. Voilà. Il y a des corps célestes, ça, voilà, c'est autre chose. Mais voilà. Donc, il y a tout un tas de raisons. C'est le vide, voilà. C'est du vrai vide. Alors, dans la... Attends, tu prends cet exemple parce que de salle blanche, ça me passionne. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que tu vas faire rentrer le vide à l'intérieur d'un de tes caissons. Dans un caisson. Donc, alors, notre véhicule va évoluer au fur et à mesure des avances. L'électronique est quelque chose de plus complexe. Donc, nos premiers scénarios sont ceux que j'ai évoqués, l'alliage, l'agriculture. L'absence de gravité, c'est très intéressant dans les changements d'état. Quand on passe du solide au gazeux, au liquide. Et par exemple, il y a une chose importante dans la recherche scientifique et dans la production pharmaceutique, c'est la cristallisation de protéines. On va prendre des protéines, on va les cristalliser pour les étudier. Eh bien, dans l'espace, on va faire des cristaux plus parfaits, plus ronds, plus visibles, plus gros, ce qui permet d'aller beaucoup plus rapidement à des solutions. Les cellules souches se développent beaucoup plus vite dans l'espace. Attends, alors les cellules souches, à la limite, on revient sur ton histoire de sarment de vigne, parce que l'une de mes questions, c'est la scalabilité du chose, l'effet d'échelle. C'est-à-dire, ok, tu dis, je vais faire un matériau nouveau, il va être plus compact, tu l'as très très bien décrit. Ah bah oui, mais oui, il m'en faut énormément. Alors, totalement. Alors, un exemple. Le coup, il ne va pas se reproduire dans nouveaux matériaux. Non, c'est vrai. Alors, sur ce type de scénario, donc, on a une usine qui est versatile. C'est-à-dire qu'à bord de notre véhicule, on a des racks dans lesquels on va mettre une imprimante 3D qui va fabriquer la fibre optique. Je donne un autre exemple. Fibre optique, il y a une fibre exotique, ça s'appelle, qui a été inventée par une entreprise française qui est à base de fluor. Pas de silice. Et sur certaines fréquences, c'est 100 fois plus conducteur qu'une fibre traditionnelle. Okay. Et c'est utilisé dans les usages militaires pour faire des tests avec des lasers. Bon. Cette fibre-là, elle est assez coûteuse parce qu'elle est très, très, très compliquée à fabriquer sur Terre. On fait une tour dans laquelle on a du fluor qui va couler, puis on va avoir des petits bouts qui vont être comme il faut.
dans l'espace, on peut fabriquer ça avec une unité qui fait à peu près cette taille d'une imprimante 3D. Et c'est un câble qui a un prix. Alors évidemment, s'il y a plus d'offres, il y aura un prix qui va baisser, mais ça reste un prix élevé. Et avec une unité comme ça, tu peux fabriquer des dizaines et des dizaines de mètres de câbles, par exemple. Donc là, effectivement, on a moins ce problème de... Parce que j'imagine que tu imagines la grande usine, mais oui, j'en sais rien, moi, c'est inventé. Enfin, après, on démarre avec... Rendons hommage. J'ai pas la traduction en français. Atlas Shrugged. Enfin bref, l'un des bouquins les plus extraordinaires du capitalisme mondial. La grève. Voilà, c'est traduit en français par la grève. Bon, si tu inventes un nouvel acier extraordinaire. Alors, encore une fois, il y a un truc qui s'appelle le bulk metallic glass, qui est un mélange vers métal qui semble correspondre à ce que tu décris à l'instant. Mais il y a beaucoup d'opportunités. La vérité, c'est qu'on est un peu avec un déficit de plateforme pour passer à l'échelle industrielle. Ce qui m'a frappé avec mon associé Emmanuel Etchepart, quand on a étudié je dis 20 ans parce que c'est la vie de la station spatiale, mais il y a eu de la recherche qui a été faite sur la navette spatiale et sur Mir et dans d'autres conditions. Mais il y a 30 ans de recherche où on voit un nombre d'opportunités absolument considérable. Maintenant, jusqu'à présent, le coût de lancement était beaucoup trop élevé et la station spatiale internationale, elle est contrainte par la présence humaine. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des humains dans le même habitacle, tu vas beau faire pousser des plantes, fabriquer quoi que ce soit, si la sécurité de l'être humain est mise en danger, on a peu d'intérêt sur tout ce que tu as fabriqué. On est tous d'accord. Parce qu'on a le même système électrique dont on dépend, parce qu'il y a la même atmosphère. Donc il y a des contraintes titanesques qui rendent les choses beaucoup plus difficiles et beaucoup plus coûteuses. Donc en étant totalement automatisé, ce qu'aujourd'hui les technologies numériques nous permettent vraiment de faire de manière très efficace, on a une chance de changer de paradigme. Le coût de lancement aussi baisse. Alors attends, on va y aller sur le coût de lancement, mais comme tu me ramenais sur le process, donc sur le process, ok, donc j'ai compris ton usine versatile. J'adore l'utilisation de l'adjectif versatile pour parler d'un outil industriel. Comment tu te sens ce matin ? Ouais, je sais pas trop. Ah, t'es versatile. Et non, j'adore ça. Donc ton usine versatile, ok. Et donc au moment où elle décolle, il y a à l'intérieur l'ensemble des matériaux et les robots programmés pour faire tout ce qu'il y a à faire. Une imprimante 3D, un bioréacteur. Et les robots vont faire leur truc. On a un système de rack qu'on aura l'occasion de dévoiler l'année prochaine, qui est, je crois, assez innovant. On a un système de contrôle, je viens un peu du logiciel, de l'informatique, donc on a quelque chose de vraiment très intéressant dans la façon de contrôler et d'opérer ces dispositifs. Et on va avoir une campagne de 2 mois, et on va revenir et livrer à l'industrie pharmaceutique qui nous a fait confiance et qui nous a confié une mission, l'entreprise Nouveaux Matériaux, la start-up XYZ, voilà, le labo de recherche. Donc c'est ça l'idée. Mais ça coûte une fortune. Alors, ça coûte, ça, c'est certain. Ça coûte, Maintenant, il y a une baisse drastique des prix. Un lancement d'une navette spatiale, c'était 1,250 milliard de dollars. Le lancement d'un Dragon, le véhicule que prend Thomas Pesquet justement pour aller sur la station. C'est le truc d'Elon Musk, ça, Dragon. Ouais. De SpaceX, c'est 250 millions de dollars. Pour ce qui est de notre usine... Ah, ça coûte quand même encore 250 Ça coûte encore 250 millions. Alors, dans un lancement, il y a une part importante qui est le coût de lancement. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, on a un nombre de startups qui se développent avec aujourd'hui plutôt sur des segments de petits satellites, de nanosatellites, de constellations. Ouais. Donc il y en a beaucoup qui arrivent, mais toutes ces entreprises veulent aller vers des lanceurs plus élevés. Nous, on a un véhicule qui fait à peu près 2,5 tonnes, donc qui aujourd'hui peut être lancé par des fusées qui sont plus coûteuses, mais en voyant un peu les roadmaps, les différentes perspectives de ces différents acteurs, on est assez confiant qu'il y a une douzaine de sociétés qui vont pouvoir nous lancer. On est en discussion avec un grand nombre d'entre elles. 2 tonnes, parce que tu me dis 2,5 tonnes, mais j'ai pas de référence. C'est quoi ? C'est quand même un gros objet à lancer. C'est un gros objet à lancer. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'un nanosatellite, c'est plutôt de l'ordre de la dizaine de kilos. Donc, d'accord. Donc effectivement, on passe une échelle. Après, Ariane 6, ça envoie des charges beaucoup plus massives. Le James Webb Telescope, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était plusieurs, c'est beaucoup plus que 10-15 tonnes. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, on est dans un segment qui va être bien fourni. On aura des discussions, je pense, constructives avec tous les lanceurs avec lesquels on a déjà engagé. Et l'idée, c'est qu'on fasse baisser le coût par rapport à ce qui a été. Donc, aujourd'hui, lancer quelque chose comme ça, ça serait dans les 60-70 millions d'euros. On pense qu'on peut arriver à 35 millions, peut-être moins. Certains acteurs veulent se positionner sur des tarifs moindres. Donc déjà, il y a une baisse drastique du coût de lancement. Ensuite, l'exploitation du dispositif dépend aussi de l'héritage technologique sur lequel on construit. Il se trouve que l'Agence spatiale européenne développe des programmes qui tirent les industriels. Elle a développé notamment en Italie, avec la volonté de l'Agence spatiale italienne, un programme qui s'appelle IXV, un véhicule qui a volé, je crois, il y a 8 ans maintenant,
Ils ont un successeur qui s'appelle Space Rider, qui continue à être développé. Thales Alenia Space est un des, ce qu'on appelle co-prime contractors, donc c'est un des Et c'est eux qui développent ton véhicule à toi. Et eux, ils se développent dans le cadre de ce programme européen tiré par la volonté de l'Agence spatiale européenne et des agences spatiales nationales. Le CNES, l'Agence spatiale allemande et d'autres accompagnent ce type de projet, un savoir-faire industriel de premier plan. Par exemple, fabriquer un bouclier de réentrée, parce que c'est quelque chose d'assez complexe, c'est quelque chose qui a été développé dans ce contexte-là. Donc nous, en nous associant avec Thales, on va pouvoir tirer parti de ce pool d'innovation qui a été fait, de ces technologies, et on va pouvoir les exploiter. On va développer nos propres technologies mais d'une manière générale, si on doit résumer, Thales va construire tout le véhicule, on va faire tout l'aménagement intérieur, qui est notre métier d'opérateur industriel. Je comprends. Et de ce fait, on va pouvoir bénéficier de cet héritage. Ça permet de répondre à une des questions que j'avais. Alors, sur le bouclier, non, mais je crois que tous les êtres humains, peut-être même, de ma génération, c'est quoi? C'était la deuxième navette, la première avec navette les tuiles qui sautaient, bien sûr. On a tous vécu ce suspense incroyable. Non, Voilà, chacun sait c'est intéressant parce que la force du bouclier. Il y a du liège derrière et c'est fabriqué par une entreprise portugaise. Enfin, c'est assez fascinant comment ils ont fabriqué ça. Oui, mais en même temps, penser que ça devait être il y a 40 ans, j'en sais rien, 30 ans. Alors, les problèmes ne sont pas totalement résolus. C'est un des problèmes centraux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de véhicules qui ne savent pas rentrer. Donc, il y a peu de sociétés qui ont fait des véhicules, les Russes, les Chinois, les Américains. Et donc, justement, tout ça me faisait dire, mais bon Dieu, t'as un capex, c'est-à-dire t'as une masse d'investissement invraisemblable. Mais non, c'est Thales qui porte, l'essentiel. Non, c'est l'Agence spatiale européenne et les agences spatiales nationales qui ont porté des programmes, qui ont amené un savoir-faire de premier plan à un groupe de premier plan qui est Thales. Nous, on en bénéficie, puisqu'on va pouvoir effectivement utiliser certaines de ces technologies éprouvées et certifiées, ce qui est aussi intéressant pour nous. On va développer des technologies spécifiques en étroite collaboration avec les équipes de Thales, et on va arriver à un coût qui sera certainement élevé. Il ne faut pas croire que c'est peu d'argent, mais moindre. Le coût de lancement baisse, ce qui amène aussi dans le compte d'exploitation des perspectives beaucoup plus intéressantes. Ensuite, on a, nous aussi, approché le problème différemment. On s'est dit, aujourd'hui, une agence spatiale, elle va commander un de ses démonstrateurs, elle va tout payer en avance. Le travail est réalisé. À la fin, on dit il n'y a pas assez, on va remettre de l'argent et on va arriver à un programme comme Artemis qui coûte des sommes titanesques. On a une culture, nous, qui a le sens de l'urgence et qui est très centrée sur l'exploitation commerciale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer autre chose qu'un produit à coût accessible, parce qu'in fine, on va approcher Sanofi, on va approcher Bayer, Novartis. C'est la grande force de ce qu'on appelle le New Space, c'est ça ce que tu clairement, décris, on est obsédé par le compte d'exploitation et le bénéfice client. Donc, il nous faut être opérationnel. Donc, 2025, tu dis. Voilà. Donc, on a proposé ce deal à nos amis de Thales. On leur a dit, écoutez, nous, on va vous aider à être plus compétitifs sur ce type de marché, parce que ce sont ceux de demain. Il y aura toujours des commandes publiques, mais si vous voulez avoir une perspective dans le temps, il vous faut aussi savoir travailler avec ce type d'acteurs, et on va beaucoup plus s'associer sur une exploitation commune qui n'est pas très loin de ce qu'on fait dans l'aviation, quand on est associé dans la performance d'un moteur et qu'on doit s'assurer qu'il tourne longtemps. Ça nous permet d'avoir une gestion des coûts et des flux beaucoup plus intéressante et de pouvoir lancer ce projet avec des financements qui ne sont pas effectivement les milliards des agences spatiales. Sauf qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement, des startups. Non, et on a plein de risques devant nous, et on aura nécessairement quand même besoin du soutien des agences comme d'ailleurs SpaceX, là, de la NASA. Beaucoup de commandes de la NASA ont fait ce que SpaceX et d'autres entreprises sont. On aura certainement l'espoir. Il se trouve que cette semaine, il y a une réunion importante, qui est la conférence ministérielle des agences spatiales, pour décider du budget de l'ESA. Mais je pensais à ça, alors on n'a plus le temps, mais la confrontation entre le temps de ces agences spatiales, le temps de prise de décision et le temps de prise de décision d'un entrepreneur comme toi, ça doit être un truc qui doit te rendre fou. Non, alors je dois dire que... Tous les jours, mais rapide, alors très vite. Très rapide, mais franchement, le CNES, Philippe Baptiste, Lionel Suchet, toute l'équipe du CNES, franchement, se transforme, et j'aurai que des choses positives à dire sur notre agence nationale. Vous voyez, ça valait le coup. Nicolas Gaume, donc entrepreneur, à bientôt. Alors, on ne va pas attendre 2025 et le premier lancement pour se revoir. Tu auras bien des histoires à nous raconter d'ici là. Je crois, oui. On continue. Merci beaucoup. Et donc, on termine Bismart avec... Mais en fait, la révolution du fitness... Alors, bonjour Marina Jalinier. Bonjour. Marina. Ancienne championne de... Roller hockey. Et donc, ça, c'est le hockey sur des patins à roulettes. Exactement. Équipe de France. Aussi. Oui, vous avez été membre de l'équipe de France Ouais, pendant plus de 10 ans. Plus de 10 ans.
Il est structuré, ce sport? Il est... Ouais, alors ça fait 20 ans que c'est arrivé en France, donc bien évidemment beaucoup plus jeune que le hockey sur glace, donc très peu connu et peu médiatisé. Ouais, c'est ça, hein. Aujourd'hui, il y a plus de 20 000 pratiquants licenciés. Et on a un des meilleurs championnats, que ce soit féminin ou masculin, en Europe et même au niveau mondial, quoi. Et parce que le hockey sur glace, c'est quand même très spectaculaire en termes de contact et d'impact. C'est vrai. Et c'est un peu pareil. Alors, en championnat de France, non. Au championnat du monde, il laisse un tout petit peu plus jouer. On peut y aller avec l'épaule, c'est bien plus engagé, mais c'est pas autant que le hockey sur glace quand même. On est moins couvert, donc vaut mieux moins pas. couvert, ouais. Non, mais c'est pas mal. Et moins exigeant. Parce que le hockey sur gazon, alors il se trouve que moi j'ai travaillé dans le Nord, donc là où il y en a beaucoup, notamment au Touquet, c'est quand même en termes de posture, etc., une exigence et je trouve une difficulté très particulière. Donc voilà, vous savez, c'est un chouette mixte. Bon, mais alors on est en partie là pour parler de ça, parce que ce qui m'intéresse assez souvent, Marina, je vais juste commencer, puis après on va aller sur Zone Révolution, mais est-ce que tu crois qu'il y a entre un entrepreneur et un sportif, surtout un sportif de haut niveau, des passerelles? Il y a quelque chose dans ton expérience de sport que tu retrouves dans ton expérience d'entrepreneur? Oui, alors ça c'est sûr, le goût du challenge et la discipline et le fait de jamais être satisfait de ce qu'il y a, enfin dans le sens où on a toujours envie de plus, d'aller chercher plus loin, de franchir un peu toutes les limites. Et donc c'est un peu ça, je trouve vraiment ça dans la partie entrepreneur. C'est celui au milieu qui m'intéresse le plus, la discipline. C'est-à-dire que la discipline que tu as pu avoir sur ton rythme de vie, ce qu'on appelle en sport l'entraînement invisible, etc., tu le retrouves quoi, par exemple, dans la structure financière de l'entreprise que tu as montée, dans les partenaires que tu t'es choisis Alors c'est surtout parce que c'est facile de se satisfaire de ce qu'on fait déjà, donc il y a deux choses, c'est surtout la capacité, dès qu'on rencontre une difficulté, de se dire faut aller de l'avant, de toute façon il faut l'accepter, il faut trouver des solutions, parce que sinon on peut vite abandonner en fait en tant qu'entrepreneur, surtout au début, surtout que nous on a créé notre première salle 3 mois avant le Covid, donc c'est quand même pas évident. Et donc avec mon associé qui était lui aussi sportif de haut niveau dans le même sport, c'est vraiment donc Johan Jalinier. C'est vraiment une force qu'on a tous les deux, de se dire on prend ça dans la tête, c'est pas grave, quelles sont les solutions tout de suite, sans se laisser 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou plus. Voilà, donc ça nous sert beaucoup aujourd'hui. Donc on parle salle de sport, un nouveau concept pour le fitness. Évidemment, c'est vrai que te lancer 3 mois avant, je pense qu'après tu peux tout affronter, quoi. Ouais. Jamais tu connaîtras pire que ça, en fait. On ne sait pas, mais c'est vrai que quand on a ouvert notre première salle, déjà, c'était une première étape pour nous parce qu'on n'avait pas Bordeaux, c'est ça, tout à fait, à Bordeaux, la première. On avait 0 expérience business, donc on a eu la chance de s'entourer de très bonnes personnes qui nous accompagnent encore aujourd'hui. Mais on s'est dit, c'est bon, on a eu plein de galères avant d'ouvrir, là, il ne peut plus rien nous arriver. Et voilà, je me souviens encore de l'annonce en mars. On s'est dit, là, ça va piquer. Ça va piquer. Bon, à l'arrivée, et c'est là où ça m'intéresse, c'est un concept. Alors, vous appelez ça boutique gym. Exactement. Ça veut dire que c'est le concept petit, en fait. Donc, c'est 150 à 200 mètres carrés, pas plus. Hein. Dans l'idée, c'est ça. En fait, donc après, forcément, par exemple, à Paris ou dans les grandes villes, vu qu'il faut des grands vestiaires, on va être sur des surfaces un tout petit peu plus grandes, mais la zone de pratique, elle peut faire entre 80 et 100 mètres carrés. Et une boutique, en général, c'est un concept. Et ça, c'est quoi? C'est pour limiter les investissements? C'est pour limiter le capex nécessaire pour démarrer? Oui, alors ça forcément, si on a une salle plus petite et qui peut accueillir un grand nombre de personnes, entre guillemets, à l'heure, forcément, ça va réduire... Mais c'est la motivation principale du truc, ou c'est que dans une petite salle, ce qui est un peu contre-intuitif d'ailleurs, l'impression qu'on aurait plutôt davantage d'espace. Dans une petite salle, on peut créer un climat qui va être un climat différent entre les différents sportifs. Complètement. Et puis, il n'y a pas que la salle, il n'y a pas que le training, si vous voulez. Nous, en tout cas, Zone Révolution, on a vraiment développé énormément de process autour où on accompagne vraiment les gens. Et nous, c'était vraiment ce qui était important pour Johan et moi, c'est qu'on a été sportifs de niveau, donc on arrivait à se motiver tout seul. Mais ce qui fait qu'on arrive à aller à l'entraînement quand c'est dur, c'est de retrouver l'équipe, la communauté, de retrouver l'entraîneur, de s'y sentir bien. Et nous, on voulait vraiment pouvoir reproduire une ambiance familiale, conviviale, mais pas juste des mots. Derrière, il y a tout un process, des actions où les coachs et les managers participent. Par exemple, nous, si un adhérent ne vient pas, on l'appelle, on le rappelle, on surveille tous les 30 jours la pratique de nos adhérents. C'est une des choses
ce qu'on fait, par exemple. Et donc, nous, nos adhérents s'entraînent vraiment. Vous distribuez un bracelet connecté à l'entrée ? Exactement. Donc on va être, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher quoi, en fait, sur la fête qu'on a fait ou on n'a pas fait la séance. Non, exactement. Et en direct, ça va afficher donc les données de fréquence cardiaque, les calories brûlées, les points que vous gagnez. Mais pas pour tout le monde, ça ne va pas les afficher pour tout le monde. Si, ça les affiche pour tout le monde. Si chacun a son petit rectangle avec sa petite photo, après vous pouvez mettre... Mais ça veut dire que c'est un challenge collectif dans l'équipe. Alors c'est surtout un challenge personnel où en fait le coach va vous guider en fonction des exercices pour vous dire, bah là l'objectif c'est d'aller dans la zone... verte, par exemple, qui correspond plutôt à un effort moins intense, plutôt du renforcement musculaire. Et dès que là, il faut se challenger, aller un peu plus dans le cardio, il va fixer un objectif de zone orange ou rouge. Mais vu que c'est adapté à votre niveau, à votre profil, chaque personne peut se challenger en fonction de son niveau. Et c'est ça qui est génial, parce qu'une personne complètement débutante peut atteindre l'objectif fixé par le coach. Oui, alors ça implique, l'un des sujets du fitness, c'est quand même, à un moment aussi, la baisse des coûts, le développement du low cost, etc. Toi, tu vas radicalement à l'inverse. Ça veut dire que si je suis encadré à ce point-là, complètement. En fait, forcément, ça me coûte plus cher que si je ne le suis pas, on est d'accord. Tout à fait. C'est pour ça que les prix d'abonnement ne sont pas les mêmes non plus. Ouais, parce que quand on met vraiment du coaching, un suivi derrière, on fait énormément d'événements au sein de notre club. Mais les adhérents, aujourd'hui, ça arrive de plus en plus à Paris, un petit peu plus en province. Ils sont prêts à payer ce prix-là parce qu'ils s'engagent à l'année pour certains. Parce que nous, on a fréquenté toute notre vie le fitness traditionnel, ça nous allait très bien, on savait quoi faire sur les machines. Mais la vérité, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas quoi faire aujourd'hui. Et donc, souvent, elles s'abonnent dans une... voilà, elles ne savent pas quoi faire, elles n'y vont pas. Elles y vont pas. C'est la base du modèle économique des salles de sport. Voilà, donc on connaît tous quelqu'un dans notre entourage ou plus qui en fait ça. Et nous, là, on va à l'inverse de ça. Les gens, ils viennent s'entraîner et voilà. Ils paient la prestation en face. Dernier point, ça va vite, hein, mais en même temps super intéressant. Donc moi, développement en franchise. Oui. Et il y a aujourd'hui, après tout ce que le secteur a traversé, il y a aujourd'hui des gens qui sont prêts à prendre le risque. Oui, alors aujourd'hui, on faire confiance à ton concept. Complètement. On a déjà 7 clubs, on a quand même signé 5 franchises durant le Covid, parce qu'on savait aussi que pour s'en sortir, il fallait que... Mais les entrepreneurs, c'est dingue. Pendant le Covid, des gars ont dit « ouais, je vais y aller parce qu'on va en sortir ». Parce qu'ils ont cru au concept et c'était aussi bienveillant dans le sens où ils ont aussi voulu donner un coup de pouce parce qu'ils sentaient qu'il y avait vraiment quelque chose de différenciant et qu'ils se sont dit à la sortie du Covid, c'est sûr, ça va cartonner. Ultra différenciant. Alors, on n'a pas le temps d'en parler, j'aurais dû prendre plus de temps, mais ultra différenciant, c'est-à-dire cette idée que tu arrives à n'importe quelle heure, que tu prends un cycle, c'est ce que j'ai compris. Hein. Complètement. Tu prends un cycle d'entraînement dans lequel tu rentres avec un coach. Exactement. Toutes les 3 minutes, il y a un départ, il y a des plages horaires très très larges. Donc là, il n'y a pas d'histoire de timing, de rendez-vous, je vais être en retard, j'arrive à l'heure que je veux, il y a un départ toutes les 3 minutes, je rentre, il y a mon coach qui me check au début, et puis je démarre la séance. Il y a déjà des gens qui sont en train de s'entraîner, ce qui permet aussi l'aspect communautaire. Et si je viens pas, j'ai un SMS ou un coup de fil. Oui, on vérifie au bout de 30 jours, on n'harcèle pas les gens non plus. Mais t'es où ? Bon, merci Marina. Merci. On se reverra, on parlera un peu plus longtemps quand il y aura plus de développement et on verra comment ça se passe. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était Bismart. Et évidemment, on se retrouve demain. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.